Les argiles molles de Cran se situent en bord de la Vilaine. C'est un modèle géotechnique constitué de 15 mètres à peu près d'argile moyennement consolidée, entre 40 50 kPa. C'est un modèle, donc c'est un terrain du LCPC qui est particulièrement bien connu puisqu'il a été défini, caractérisé géotechniquement avec des... Ah non, ça je l'ai éteint, pardon. Caractérisé géotechniquement avec des ciseaux, du pénétrostatique et aussi des essais laboratoires in situ et des essais pressiométriques. Donc notre objectif sur ce terrain qui était déjà bien connu, c'était de faire varier les outils, les méthodes de forage, les différentes sondes et les différentes gaines, de manière à voir sur un terrain constant, avec une équipe constante, on essaye de s'affranchir aussi du facteur humain, de voir l'influence véritablement des techniques de forage pour la réalisation de l'essai pressio et de l'influence des différents types de gaines et des sondes sur les résultats pressiométriques. Donc ça, c'est le sommaire de notre campagne. Donc je vais passer rapidement parce qu'en fait, chaque forage fait l'objet d'une fiche que je vais vous détailler. Le premier forage qu'on a réalisé, bien sûr, c'est un forage de référence. Notre objectif étant de venir, en tant que bureau d'études, sur le site et de réaliser un forage conformément à la norme, avec donc un outil tricône, des tiges 50 Crélus, par passe de 1 mètre, avec une sonde constituée d'une membrane, d'une gaine 1,5 mm, qui présente une inertie de 0,07 MPa. Alors ce que l'on constate donc sur le log que vous avez à droite, vous avez le PMT3 donc, qui a été réalisé en 1968 par le LCPC, M. Gézéquiel et Guigan, et nos résultats en PL aussi issus de ce forage de référence. Alors mine de rien, sur ce log-là, il y a 50 ans d'écart entre les deux courbes, sachant que le LCPC a réalisé l'avant-trou à la tarière à main, et nous, on est venu avec une machine de forage géotechnique. Alors, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. En 50 ans, les machines de forage ont énormément évolué. On est maintenant sur des ateliers qui sont capables de faire un petit peu tout, du carotté, du pénétrodynamique, des essais pressiaux. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur des terrains comme ça, qui sont moyennement consolidés, la grosse difficulté qu'on a, c'est de régler correctement la machine en lui demandant le minimum de puissance pour véritablement découper le sol correctement avant l'introduction de la sonde. Ça, c'est vraiment le regard que nous, on a eu en tant que bureau d'études. On a vu aussi un effet de succion lors du dégonflage de la sonde avec cette gaine de 1,5 mm. Sur l'essai suivant, donc on a changé la gaine. On est passé sur une gaine 3 mm, qui est d'un usage un petit peu plus courant, comme l'a dit Catherine, dans la profession. On est sur une inertie de 0,125 MPa. Vous avez donc sur le log de droite le PMT, la référence, et donc sur ce SP3, les résultats des pressions limites. Alors, évidemment, comme on était sur un programme de recherche, on a poussé un petit peu les essais. Là, on a fait 15, on a fait 16 paliers. Ce que l'on voit lorsqu'on parle notamment de montée en volume, ce que l'on voit notamment sur le palier 16, c'est qu'en fait, la différence entre le 30 secondes et le 60 secondes est inférieure au palier 15. Ça vient du fait qu'au bout d'un moment, la gaine et la membrane sont retenues par les bagues de caoutchouc, les bagues qui retiennent justement cette membrane en caoutchouc, ce qui fait que le gonflement de la sonde, au bout d'un certain volume, il n'est plus du tout cylindrique. On n'est plus du tout dans un modèle théorique, on est vraiment dans une déformation qui est cylindrique. Ce qui fait que la courbe des PL, en fait, elle part en droite. Au lieu de partir en exponentielle, elle part en droite. L'autre point que je voudrais souligner aussi en tant que bureau d'études, c'est le fameux cut en volume. Alors c'est vrai qu'en exploitation, ici on se serait arrêté au palier 15. Alors on se serait arrêté bien avant parce qu'on est à 3 points après le fluage, mais on se serait arrêté au palier 15 parce qu'en fait le 700 cc, on l'a, mais à la 16e seconde du palier 16. Donc effectivement, au palier 15, on se serait arrêté à 623 en volume. Ça c'est un point aussi qu'il faut voir, c'est à quelle seconde, à quel moment du palier de chargement on atteint le volume de cut. C'est aussi un point intéressant. Sur le forage suivant, donc le SP4, on est avec une sonde avec une gaine de 4 mm. Donc on monte un petit peu en PL. On voit sur le résultat que la différence entre la référence et le SP4,
On est un peu en dessous en PL. On peut penser que l'inertie ici est un peu trop forte par rapport au terrain que l'on mesure. On arrive quand même néanmoins à avoir des PL exploitables si on était donc dans une étude contractuelle. Le gros avantage, c'est que la gaine de 4 mm est beaucoup plus facile à monter que la gaine d'1,5 mm. C'est pour monter une gaine d'1,5 mm sur la sonde de 60, je vous assure que ce n'était pas une partie de plaisir. La 3 mm, on y arrive. C'est un petit peu plus délicat, mais on y arrive. La 4 mm est plus facile à assembler. Donc pour nous, bureau d'études sur chantier, c'est un gain de temps. Sur le forage d'après, donc le SP5, alors là, on est passé en... On a testé une technique qui a disparu. Donc la tarière à injection, qui était présente dans la 94-110-1, n'est plus présente dans la tirée 4. Alors, qu'est-ce qui se passe donc en 25 ans? En 25 ans, ce qui se passe, c'est que les opérateurs géotechniques, ils partent à la retraite. Il n'y a plus de compagnonnage avec leur second ou d'autres personnes qui rentrent dans l'entreprise, ce qui fait que la compétence se perd. Et de même, le matériel aussi n'est plus forcément au catalogue des différents fournisseurs. Donc on a eu heureusement la chance de retrouver un ensemble de tarières hélicoïdales grâce à M. Mourier qui savait particulièrement où se trouvait le matériel. On a dû refaire faire aussi des outils pour utiliser cette technique. Mais c'est vrai que là, on a un petit peu tâtonné, véritablement. Alors, est-ce qu'on a tâtonné parce qu'on a perdu la compétence ou est-ce qu'on a tâtonné parce que ça ne se prête pas du tout au terrain? Toujours est-il que c'est le forage où on a eu le plus de mal à véritablement réaliser des essais pressiométriques significatifs. Notamment l'essai à 7 mètres qui, lui, est quasiment linéaire. On est loin de retrouver les trois phases nécessaires. Alors, la conclusion, est-ce que on a des difficultés à voir. Est-ce que c'est véritablement la technique qui est en cause ou bien est-ce que c'est la perte de savoir-faire qui est en cause? Après, il y a d'autres domaines où le savoir-faire se perd aussi avec les années. Alors, je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Voilà. Donc ensuite, on change de sonde, on passe en tube fendu. Donc en tube fendu foncé ou battu avec la sonde de 44 courte. Alors ça, c'est la fausse bonne idée, hein, parce que on croit qu'on va gagner du temps, mais en fait pas du tout, puisque en réalisant le forage par passe, en fait, au moment où on gonfle le tube, en fait, on a eu toute l'argile qui est venue se glisser entre la sonde et l'intérieur du tube. On a même eu des échantillons de roseaux, parce que dans ces formations fluviales, en fait, il y a des roseaux qui ont été quasiment sédimentés de manière verticale. Et en fait, dans le tube, on a retrouvé des roseaux véritablement qu'on a dû enlever à chaque fois. Donc à chaque essai, on était obligé de sortir la sonde 44 de son tube, de nettoyer correctement pour remonter la sonde. Donc en théorie, on aurait dû refaire un calibrage et un étalonnage à chaque essai. Malheureusement, on ne l'a pas fait, mais si on avait dû respecter la norme, on l'a fait. Donc, quand on dit que battre le tube, ça évite de tendre la colonne d'eau, ça permet d'aller plus vite, etc., on est loin du compte. Voilà. Et on verra aussi les autres soucis que l'on a avec l'interprétation des essais, comme ça a déjà été évoqué dans d'autres slides plus en amont. Le forage suivant, le SP7, c'est véritablement la même technique, mais avec la sonde longue. Alors là, évidemment, on n'a pas vraiment pu mettre en évidence la différence entre la sonde 44 courte et la sonde 44 longue. Déjà, ce n'était pas forcément l'objet de l'étude, mais surtout, on n'est pas les critères, les cuts en volume ici ne posaient pas de problème, puisque la mise en place, en fait, on avait un V1 qui était vraiment très très faible. On était à 30 ou à 40 cc en V1, donc on n'avait vraiment pas trop de soucis là-dessus. Donc, même souci, hein, énormément de présence d'argile entre la gaine et le tube fendu, et un plaquage aussi sur les premiers points de mesure. Ça veut dire que la partie, en fait, l'argile se resserrait sur la sonde, ce qui fait que la partie mise en place, on l'avait quasiment pas. Donc, pour aller choper le P1V1, c'était pas forcément évident. Sur le SP8, on a travaillé avec la monochambre de Fugro. Enfin, c'est donc le Fugro qui a mis en place sa monochambre dans notre forage. Et donc l'objectif était de tester la monochambre dans des terrains plutôt argileux, ce qui n'avait pas été fait puisque à Toulouse, dans le Stampien, on était plutôt sur des terrains assez résistants.
on voit un résultat qui est plutôt cohérent et plutôt assez favorable pour cette monochambre. Alors le SP9, donc là on est sur une technique aussi interdite puisqu'on est à la tarière hélicoïdale sous nappe, donc interdit ou en tous les cas non acceptable d'après la norme. Alors, on a quand même réussi à avoir des essais relativement acceptables parce qu'on a fait attention. On n'a pas tourné trop vite, on avait des tarières neuves, on avait un outil au bon diamètre. Donc, c'est pas forcément, il ne faut pas forcément en tirer des conclusions, hein, mais on a réussi quand même, sur ce forage-là, à avoir des essais relativement interprétables, malgré une technique qui n'est pas recommandée par la norme. Pas forcément en tirer plus de conclusions que ça, mais on a quand même réussi, à condition bien sûr de respecter la foration et de vraiment faire attention au réglage de la machine. C'est pour moi le point le plus important. On a regardé les pressions limites, maintenant on va parler des modules. Comme ça a été dit, effectivement, lorsqu'on a traité les essais pression, on s'est appuyé surtout sur la 522 pour l'ensemble des forages. Et en fait, on a deux groupes de mesures. On a un premier groupe de mesures avec donc, la sonde de nu et un deuxième groupe de mesures avec les deux tubes fendus. Donc on a des modules qui sont véritablement différents. L'exercice qui n'a pas été fait, c'était de redépouiller les essais avec la méthode de Hansbo, enfin la formule de Hansbo. Mais bon, on voit quand même que, comme ça a été indiqué plus tôt par Catherine, lorsqu'on travaille au tube fendu, il convient d'utiliser la méthode 5-3-3 du tube fendu.